J'imagine que beaucoup de gens ont vu le film Lord of War qui raconte le parcours d'un marchand d'armes en disant inspiré de faits réels. Rien dans ce film ne correspond à l'histoire de Victor Bout. Si Moscou s'est autant battu pour récupérer ce gars-là, c'est justement parce que c'est pas juste quelqu'un qui a fait du business. Et c'est intéressant parce que Lord of War raconte que les ventes d'armes, c'est du fric. C'est pas du fric les ventes d'armes. C'est d'abord de la politique et de la stratégie. Est-ce que c'est vrai que la France continuait de vendre les armes après le début de la guerre De vendre non, de livrer oui. Parmi les sujets de ce type-là, il y a un embargo sur les ventes d'armes à la Chine depuis Tiananmen. N'empêche que tous les ans, quand on a notre catalogue de tout ce qui a été exporté, il y a une ligne Chine. Moi je suis indépendant, je suis pas dans une rédaction, donc j'ai beau courir en Afghanistan, au Mali ou je sais pas où, je ne serai jamais grand reporter. Si je comprends bien, vous n'étiez embauché ni par les Russes ni par les Français, mais vous pensez que vous étiez indépendant des uns et des autres. Est-ce possible? Il y en a qui racontent que c'est prestigieux, comme Girnov. Non, un mec qui vise l'école de KGB, c'est pas un mec de prestige, c'est une merde. Ça a toujours été une merde, mais tu as peur de lui. Qui vous a dit que le GRU c'est les moujiks et que le KGB c'est des nobles? D'abord, il faut commencer par dire qu'il n'y a plus de diplomatie en Russie. Il y a un homme en slip qu'on a vu à Bali. Ce que moi je reproche à beaucoup de décideurs français, c'est de ne pas décider. Roman Melkarek, bonjour, vous êtes un journaliste indépendant et vous avez écrit 2 livres qui m'ont servi de base pour cet entretien. Un livre parlait de la vente des armes, et l'autre, avec un nom peu sexy, les moujiks, parle des services secrets. Qu'est-ce qu'il faut encore pour les Européens pour comprendre que, plus exactement pour une partie, comment j'appellerais? J'ai l'impression qu'il y a des anglo-saxons et les... Enfin, là je tombe sur des termes religieux. Il y a Vatican et les anglo-saxons. Qu'est-ce qu'il faut aux ceux qui sont côté Vatican, on va dire, pour comprendre que Poutine n'est pas là ni pour négocier, ni pour perdre, hein? D'ailleurs, est-ce que c'est votre avis? C'est le mien. Je sais pas, un changement de génération. Donc ça va durer à mon avis, encore 25 ans? Il y a 2 aspects. Alors, la génération, c'est 25 ans? Je maîtrise pas assez tous les pays européens pour savoir dire les uns les autres. Parlons de la France. Je parle des Français. Oui. Ce que moi j'ai observé depuis des années, à propos de la perception de la Russie par les Français, c'est une énorme naïveté sur 2 aspects. Le premier, c'est de croire que les Russes sont des partenaires, voire des alliés comme les autres. On a une bonne relation, historiquement on s'est toujours bien entendu, ça n'a pas de sens, donc naturellement nous avons vocation à bien nous entendre. Énorme naïveté dans la perception de la Russie. Les Français ne connaissent pas l'histoire des relations entre la France et la Russie, ne connaissent pas l'histoire de la Russie et ne connaissent pas les gens qui dirigent la Russie depuis 20 ans. Deuxième naïveté, les Français sont persuadés d'être plus savants, plus perspicaces que les autres. Quand un Français va dans une instance internationale, il n'y va pas pour écouter les avis des autres, il y va pour faire entendre son avis à lui. Et il est persuadé que tout le monde va l'écouter. Et l'avis des autres, il va l'entendre plus ou moins. Et moi j'ai croisé plein de militaires, notamment français, qui se sont retrouvés dans des instances de l'OTAN, à croiser des Polonais, à croiser des Baltes, et qui reviennent à Paris en disant « mais ils ne comprennent rien ».
Le danger, c'est pas la Russie, c'est le terrorisme. Donc, pour moi, il y a deux incompréhensions majeures sur comment on aborde les relations internationales et qui sont très très répandues. Je dis un changement de génération parce que quand on a été pendant 10 ans, 20 ans avec ces grilles de lecture, où on s'est construit intellectuellement, professionnellement, en termes d'approche du monde, sur le danger, c'est le terrorisme islamiste. Pas évident de basculer dans les logiciels en se disant en fait le danger c'est la Russie. Ça veut dire que du coup vos officiers les plus prometteurs, faut peut-être pas les mettre à la tête d'unités de renseignement ou de régiments d'infanterie. Il faut peut-être plutôt les mettre dans la dissuasion nucléaire et dans les pelotons de chars. Donc faut bifurquer un petit peu. Un soldat français qui fait sa carrière sur un char Leclerc, il n'a pas vu beaucoup le feu ces 20 dernières années. Donc tout ça, c'est des arbitrages qui sont... Il faut arriver à les faire basculer. La difficulté, c'est que ça prend du temps. Et peut-être que le temps qu'on fasse cette bascule, on aura eu un changement de régime en Russie, on n'aura plus besoin de mettre des chars à l'Est, et puis on va revoir venir des vagues de terrorisme islamiste en Afrique du Nord, et on va se redire dans 10 ans, ah bah merde, en fait la menace, c'est pas la Russie, c'est le terrorisme. Tout ça, c'est dur à adapter. Il y a des difficultés à être fluide, flexible dans les logiciels intellectuels. Et effectivement, aujourd'hui, chez les gens qui nous dirigent, on a beaucoup de gens qui ont sous-estimé la menace russe. J'ai le sentiment que ça a évolué un peu aujourd'hui, mais pas assez, et parce que la situation devient vraiment excessivement évidente. J'ai regardé, j'ai lu plutôt une interview de Boris Johnson, non c'était sur CNN, en Portugal. J'ai l'impression que les anglo-saxons, quand ils jugent quelque chose, ils vont au fond du raisonnement, ils font pas de à peu près ou de autour. Et c'est ça que je dis qu'ils n'interprètent pas une action de Poutine ou des Russes. Ils disent il veut gagner, donc on va faire en sorte, on va réagir en sorte. Tandis que la réflexion française, c'est toujours, on me dit souvent tu manques de nuances. C'est ce fameux, d'ailleurs vous, quand on a parlé au téléphone, vous me dites je suis plus nuancé que vous. Et est-ce que cette fameuse nuance ne dessert pas la France, parce que trop de nuances... Non, parce que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que moi, quand je parle de nuances, ce que je veux dire, c'est que quand on aborde un problème, il faut essayer d'en comprendre toute la complexité, toute la subtilité. C'est pas parce qu'on va avoir une approche nuancée de l'étude d'un sujet qu'à la fin, il ne faut pas prendre une décision tranchée quand on est décideur politique. Ce que moi, je reproche à beaucoup de décideurs français, c'est de ne pas décider. C'est de se positionner en fonction du sens du vent. C'est d'essayer de ménager la chèvre et le chou. C'est d'essayer de se dire, bon, on soutient l'Ukraine, on est de tout cœur avec vous, mais quand même, continuons de discuter avec Vladimir Poutine parce qu'il faut préparer l'après, etc. Aborder le sujet dans la nuance, c'est comprendre tout ce qu'est Vladimir Poutine, arriver à un stade où on se rend compte que c'est quelqu'un qui est fondamentalement dangereux, menaçant et en tant qu'humain, individu, horrible, mais ne pas décider à cause de ça. C'est aborder de manière totalement dénuée d'émotion l'ensemble des aspects du débat. N'empêche qu'à un moment, il faut décider. La France ne décide pas. J'irai pas dire que les Britanniques sont spécialement plus malins que les autres. Ils sont partis en Irak avec les Américains et ils ont élu Boris Johnson sans parler du Brexit. Ils ont quand même un sacré paquet de décisions foireuses dans leur histoire récente pour qu'on ne puisse pas dire c'est mieux que chez nous. Ce qui n'empêche pas qu'en France, régulièrement sur des dossiers, on puisse ne pas être à la hauteur. Je pense que sur la question de la guerre en Ukraine, la France ne peut pas spécialement être fière d'elle. Pourquoi ? Parce que justement cette posture de l'entre-deux, d'essayer de ménager la Russie, ces discours qui sont à mon avis maladroits et qui sont à mon avis systématiquement tenus parce que la tête de l'État français continue de croire qu'à un moment il pourra y avoir un dialogue avec Vladimir Poutine.
Qu'on croit ça en 2000, je veux bien. Qu'on croit ça en 2008, avec l'invasion de la Géorgie, pourquoi pas? Il faut essayer. Qu'on croit ça en 2014, après le début des opérations en Ukraine, ça commence à devenir un peu limite. Qu'on croit ça en 2022, avec la situation qu'il y a là, on est quelque part entre la naïveté et la débilité. N'empêche que on continue de tenir ces discours-là. Je ne crois pas qu'on pourra un jour avoir un vrai dialogue diplomatique qui ne soit pas juste perdant avec Vladimir Poutine. D'abord, il faut commencer par dire qu'il n'y a plus de diplomatie en Russie. Il y a un homme en slip qu'on a vu à Bali, qui s'appelle Lavrov, et qui est l'attaché de presse de porte-parole de l'armée. C'est comme ça que je pense qu'il est réduit à ça aujourd'hui. Je voudrais vous poser une question je vais vous dire mon opinion. J'ai l'impression qu'il y a deux camps aujourd'hui dans le monde occidental. L'un, c'est le camp de Blinken et de Austin en Amérique. L'autre, c'est Burns et Sullivan. Donc Burns et Sullivan veulent grosso modo que Poutine ne perde pas. Et Blinken et Austin veulent que l'Ukraine gagne militairement, ce qui sont deux choses différentes. Dans le camp de Blinken et Austin, donc le camp ukrainien, il y a la Pologne, les Pays-Baltes, voilà, la Roumanie, bien sûr l'Angleterre. Et dans le camp de Sullivan et Burns, il y a, tenez-vous bien, à mon avis, le pape François, Macron, Erdogan, Trump, et quelques pays de régime gris. Êtes-vous d'accord? Et pourquoi Burns, qui est le patron de CIA, a tellement peur que Poutine perde? Alors, je trouve ça un peu binaire. Évidemment. Je trouve ça un peu binaire. Et en l'occurrence, je ne suis pas sûr que le débat soit celui-là. Je crois que le débat, c'est est-ce qu'il croit que c'est possible que Poutine perde? À mon avis, c'est autour de ça que ça se positionne. Il y a des acteurs qui pensent que l'Ukraine peut gagner la guerre avec les objectifs qu'elle affiche aujourd'hui, récupérer l'intégralité de ses territoires, Crimée comprise. Et il y a des acteurs qui pensent que ça n'est pas possible, surtout pour la Crimée, mais peut-être même pour une partie des territoires qui ont été conquis récemment par la Russie. Moi, ça me paraît compliqué de faire des pronostics sur comment les choses vont évoluer. L'absurdité de cette invasion en février me paraît irrationnelle et m'a surpris, moi, au même titre que beaucoup de monde. Les incroyables performances des Ukrainiens au combat m'ont surpris, moi, comme ça a surpris beaucoup de monde. Donc savoir jusqu'où ils vont pouvoir remonter, ce qu'ils vont être capables de faire, et ce que va devenir l'armée russe, moi, ça me paraît très compliqué. Moi, je pense que côté occidental, tout le monde aimerait voir Poutine s'écraser. Vous êtes sûr de ça? Mais pourquoi, ils veulent tellement... À part quelques... à part quelques personnalités politiques très à droite, mais à mon avis, elles sont plus très nombreuses aujourd'hui, très à gauche, qui continuent d'être dans ces fantasmes d'une Russie qui n'existe pas. À part eux, tout le monde veut voir Poutine tomber. Chez les plus raisonnables, parce qu'il y a l'espoir derrière d'avoir un pouvoir plus libéral avec lequel on pourrait commercer, développer, avoir des échanges culturels, faire des Erasmus à Moscou, ce serait génial. Chez les plus durs, chez les néoconservateurs, pour pouvoir se concentrer sur ce qu'ils estiment, eux, être le vrai problème aujourd'hui, la Chine. Dans les deux cas, une Russie débarrassée de Poutine ou d'un pouvoir équivalent, ce serait une bonne nouvelle. La question, c'est est-ce que c'est possible? Mais est-ce que, parce que tout le monde parle de destitution de Poutine, mais vous pensez que le vrai problème de ce régime, c'est Poutine? Poutine, c'est même pas un vrai de FSB, c'est un petit mec...
la vraie machine, elle nous vient de 1922. Et tous ces petits ingénieurs qui font fonctionner cette machine, y compris Staline, y compris Khrouchtchev, Gorby, Yeltsin, c'est du pareil au même. Poutine, c'est presque le pire de tous. Donc Poutine, c'est pire parce que c'est même pas un professionnel, c'est pas un vrai de vrai. Il n'est même pas de vrai FSB. Pour moi, vous savez qui c'est Poutine? C'est le garçon, enfin c'est le gars du sport. Dans les années 90, quand vous étiez, je ne sais pas, né ou pas né. Tout juste, ouais. Voilà, donc moi j'étais déjà une femme d'âge fertile. En Russie, il y avait une espèce de nouvelle mafia qui est venue à la place de l'Union soviétique, enfin à la place de la mafia des KGBistes. C'était des hommes de sport. C'était le racket pur et dur. Et c'était des mecs qui étaient des boxeurs professionnels ou des lutteurs professionnels. Il y avait aussi les triathlonistes. Comme l'Union soviétique s'est destituée, du coup, il y avait tous ces sportifs qui se sont retrouvés dans la rue. Ils se sont organisés pour créer des bandes de raquettes. Ils luttaient à coups de batte. Et leur organisation, l'organisation sportive, il y a le crime organisé et puis il y a le sport organisé. Ce sport organisé, c'est ça la nouvelle mafia, c'est ça la mafia de Poutine. Et Poutine, il vient de ce monde-là, avec son judo et ses entraîneurs. Donc en fait, c'est une erreur dans la machine de KGB. C'est pour ça qu'il a tout raté, parce qu'en quelque sorte, c'est quelqu'un qui n'a pas d'idéologie bolchevique. Son idéologie, c'est la monnaie, c'est la monétocratie. Et c'est pour ça qu'il a tout foutu. Si on le destitue, à la place viendra un vrai. Donc c'est pas lui qu'il faut viser, il faut viser la machine elle-même. Un vrai ou pas, viendra à sa place celui qui arrivera à se faufiler dans la brèche. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que l'un des éléments qui caractérise la structure du pouvoir dans l'Union soviétique, c'est ce poids des services de renseignement, et notamment des services de renseignement intérieurs. On se rend compte qu'en fait, dans cette énorme machine, alors il y a quelques grands espions de haut vol sur lesquels on a fantasmé pendant des années dans le cinéma, dans la littérature, etc. Et puis il y a surtout des centaines de milliers de gens moyens qui font un petit boulot plan-plan en évitant de se mettre trop en avant pour pas avoir de problème, et de gens lâches qui veulent surtout pas se poser la question de leur responsabilité dans un système où ils sont pas forcément convaincus. Les états de service de Vladimir Poutine, ils sont assez flous, on n'a pas le détail. Il y a une version que lui a fait passer en avant, dans laquelle il a une carrière plutôt correcte, et puis il y a beaucoup de gens qui disent en fait non, c'était un fonctionnaire plutôt très moyen. C'est un objet du système. C'est un type un peu moyen, un peu plus filou et un peu plus brutal que les autres, qui arrive à s'adapter en fonction des changements de paradigme auxquels il est confronté, et qui comme ça arrive à accéder jusqu'en haut du pouvoir. Là où je ne vous rejoins pas, c'est pour dire que ce mec-là n'est pas exceptionnellement talentueux. C'est l'erreur qu'on a faite en 2000. C'est l'erreur qu'a fait l'entourage de Yeltsin en croyant que ce type-là, c'était un type très moyen, qu'on pourrait garder l'ascendant sur lui. Et en fait, il s'avère redoutable. Derrière son apparence de type moyen, il a quand même réussi à tenir jusque-là, et il arrive encore aujourd'hui à tenir, ce qui est quand même impressionnant. Ce que je veux dire, c'est que quand vous avez une très belle voiture, puissante, vous pouvez être un conducteur moyen, mais c'est la voiture qui va vous... Alors, c'est là où je ne suis pas d'accord. La voiture que sont les services de renseignement dans les années 90, elle est sacrément en mauvais état. Elle s'effondre totalement. Ils fuient tous le navire pour essayer de trouver comment rebondir, et l'outil est fracassé. Lui le redéveloppe derrière et redonne les moyens à l'outil de fonctionner. Je crains que c'est une illusion. Je crains que c'est une illusion, parce que vous jugez par rapport à ces petits mecs qui décident aujourd'hui de se rendre
Il y en avait toujours des anciens de l'ambassade qui, avant de partir en Union soviétique, repartirent parce que leur mission est finie. Et que dans l'ambassade, il ne faut quand même pas se leurrer. L'ambassade, c'est soit le KGB, soit le GRU. Il n'y a pas de diplomate là-dedans. J'en sais quelque chose. Donc, quand ils ont passé leur mission, d'habitude, c'est 4 ans, quand tu es à l'ambassade, et je pense que c'est encore moins quand tu es ailleurs. Donc, la question se pose, rentrer dans ce pays qui n'est absolument pas attirant. Il avait la possibilité d'aller sur le quai de Grenelle et dire, tiens, je vais vous donner quelques noms, donnez-moi un asile. C'est ce qu'ils ont fait. Il y en a beaucoup qui ont fait ça, qui sont devenus des écrivains, des journalistes. Beaucoup, je sais pas, il y en a. Oui. Donc vous parlez peut-être de ceux-là qui quittent le navire. Je parle surtout pas d'eux. Parce que moi, à mon avis, ces gens-là sont très minoritaires. Non, mais parce que quand je parle de tous les gens du KGB qui, dans les années 90, se sont recyclés comme ils ont pu dans tout un tas de domaines. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé quand vous êtes à peine né. Parce qu'effectivement, dans les années 80, fin les années 90, le KGB, c'était des pauvres types qui ont visé sur une carrière louche, qui ont voulu faire l'école de KGB. Et puis, le KGB n'existait plus, l'Union soviétique n'existe plus. Ils se sont retrouvés sans travail. Ils étaient hors circuit pendant 10 ans. Et c'était des pauvres types il y en a qui ont fait des très très grandes études à l'université de Moscou et qui, après l'université, ont postulé à l'école de KGB. Parce que c'était prestigieux ? Non. Il y en a qui racontent que c'est prestigieux, comme Girnov. Non. Un mec qui vise l'école de KGB, c'est pas un mec de prestige, c'est une merde. Ça a toujours été une merde, mais tu as peur de lui. C'est tout. Donc, il y en a qui voulaient se faire une carrière assurée. C'était des merdes. Mais l'école de KGB était dissoute, tout était dissous, et du coup, ils se sont retrouvés avec rien. Parce que, comme c'était des merdes, personne ne voulait les embaucher dans le nouveau monde libéral. Et ils vivaient très très mal, étant des scientifiques de très très haut niveau ou des économistes de très très haut niveau, des gens très très intelligents. Et voilà que Poutine vient et il y avait une revanche de KGB parce qu'on a viré tous ceux qui étaient avec la mentalité dissidente et on a commencé à embaucher ces anciens chômeurs de KGB. Sur les places, en France, vous appelez ça comment on appelle ça quand tu t'occupes des droits, enfin les cadres. Quelqu'un qui s'occupe dans une grande société, relations humaines. Les ressources humaines. Ressources humaines. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, une grande société comme Interros, ils ont viré tous les directeurs, c'est une énorme holding, ils ont viré tous les directeurs, ils ont pris à la place des ressources humaines les anciens de postulants de l'école de KGB. Et c'était une grande revanche. Ils sont en revanche aujourd'hui. Le KGB est très très soudé parce que les quelques dizaines d'années de la manne d'argent qui a coulé sur les têtes de leurs potes qui n'ont pas visé le KGB et qui sont devenus des milliardaires, qui ont des yachts et tout. Maintenant, ils disent tes yachts, maintenant, ils sont bien coulés, tu vas voir ce que tu vas voir. En fait, c'est le même phénomène que les gens qui sont devenus des surveillants de goulag. Quand ils voyaient les aristocrates dans le goulag et que, passez-moi l'expression, demander des dames de les sucer, c'était ça, quoi. Donc le KGB vit aujourd'hui la revanche. Non. Mais c'est ce que je disais, je pense que la voiture entre 91 et 2000, le début des années 2000, elle est moins reluisante, elle est en train de s'affaisser. Et sous le règne de Vladimir Poutine, et en particulier fin des années 2000 et au cours des années 2010, il remet des moyens dans cette voiture pour que ça redevienne une belle machine qui soit attractive. Alors, j'entends pour vous, c'est pas attractif parce que vecteur de talent, etc. machin. Mais c'est une voie sécurisée dans laquelle quelqu'un qui veut avoir un avenir et aller loin peut s'engager. C'est un peu comme dans l'armée. Vous savez, les gens qui allaient dans l'armée, je trouve que c'est le mythe que l'armée russe est une
armée forte, c'est un mythe créé par l'Occident. Nous, les Russes de l'intérieur, on savait que c'était simplement le moyen d'avoir un appartement, parce que tout officier avait droit à un logement, Bien sûr. un appartement gratuit. Il était habillé par l'armée, parce qu'il ne fallait pas s'acheter de pantalons, on te fournissait l'uniforme. Ils étaient retraités quasiment à 45 ans, avec une retraite qui était le triple du salaire d'un ingénieur. Donc c'était simplement une espèce de... chez vous, il y a comment on appelle ça quand tu ne travailles pas? L'aide sociale. Et les gens ne veulent pas travailler, ils préfèrent avoir l'aide sociale. Chez nous, l'armée, c'était ça, c'était l'aide sociale. On avait les garçons allaient à l'école militaire pour 4 ans. Il faisait 4 ans d'études, il allait dans une garnison plus ou moins éloignée de la capitale, et après il s'installait à 45 ans dans des villes plutôt correctes, et voilà, c'est tout. Et donc le KGB, c'est un peu, c'est avoir un revenu correct en faisant ce que font les autres citoyens, c'est-à-dire raconter qui dit quoi à qui, voilà. Et là, on arrive à votre livre, Les Moujiks. D'abord, qui vous a dit que le GRU c'est les moujiks et que le KGB c'est des nobles? Alors, le choix de moujik, il vient pas de là à la base. Ben si, dans le livre, c'est comme ça que vous expliquez les choses. Il y a 2 aspects. Il y a celui-là, il y a la référence au nouveau boyard pour qualifier la génération des nouveaux dirigeants russes venus de l'ex-KGB, pardon. Je trouvais que la référence était intéressante, mais il y a surtout cette manière de la GRU d'être extrêmement brutale, superficielle, à l'opposé de tout ce qu'on croyait avoir observé sur le KGB par le passé. Ces dernières années, tous les gens qui observaient le fonctionnement de la GRU se disaient mais ils sont nuls, ils font n'importe quoi, ça n'a aucun sens. En fait, non. Ils ont un sentiment absolu d'impunité et eux, ils trouvent qu'y aller de manière très brutale comme ça, ça fait sens. Et Sergueï Solomassov, mon premier interlocuteur au sein de l'ambassade et au sein de la GRU, est totalement dans cette attitude, dans cette posture qui pourrait donner l'impression qu'il est particulièrement médiocre. Je pense que ça n'est pas aussi simple que ça. Ah, ça c'est la phrase qu'il ne faut pas dire. Aujourd'hui, les Ukrainiens prennent très mal la phrase « ce n'est pas aussi simple que ça », parce qu'effectivement... Non, mais c'est une blague. Donc, vous étiez abordé par un GRU, et il était de l'ambassade ou de la mission militaire? Mission militaire. Ah, bah voilà, c'est ça la différence. Parce que moi, quand j'ai lu votre livre, je dis « mais d'où il sort que le GRU c'était des moujiks, parce que la mission militaire, effectivement, ils ne se cachent pas. C'est pour ça que vous dites que les officiers qui sont des faux officiers ou de faux diplomates ne se cachent même pas. Parce que celui qui vous a abordé, c'était de la mission militaire. Il n'a pas à se cacher, c'est la mission militaire. Pourquoi il se cacherait? Non, il a pas à se cacher. C'est pas parce qu'il est membre du bureau militaire de l'ambassade qu'il est évidemment un officier de renseignement. Mais bien sûr que si. Non. Ça, c'est les Français qui pensent ça. Non. Je termine. Il y a plein de pays où c'est pas le cas. Ah oui, mais il y a plein de pays où c'est pas le cas. Le fait est que chez les Russes, c'est le cas. On est d'accord. Les attachés militaires sont formés au sein de la GRU dans leurs instituts de formation. Déjà ça, c'est pas une évidence pour tout le monde. Peut-être que vous, ça vous paraît évident. Peut-être que moi, je suis baignée dedans. Non, mais, et puis dans le on croit savoir que ça peut paraître évident. Ensuite, il faut quand même en être certain. Il suffit pas de dire l'ambassade est un nid d'espions, ce sont tous des espions, etc. Derrière, il faut essayer de le vérifier, il faut essayer de le démontrer, il faut essayer de trouver des preuves, des témoins, etc. Vaut mieux le savoir quand même. Mon boulot, c'est de pouvoir démontrer. C'est pas juste de dire je pense que c'est un nid d'espions. Ce que je pense ou ce que je crois, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce que je sais. Parfois, l'intuition, c'est bien aussi pour un espion. Donc, vous étiez abordé en tant que journaliste par un GRU
Et si je comprends bien, vous n'étiez embauché ni par les Russes ni par les Français, mais vous pensez que vous étiez indépendant des uns et des autres. Est-ce possible? Alors, moi je suis journaliste. Je suis journaliste, j'ai toujours été journaliste, il n'y a pas de doute là-dessus. Je dois vous dire que l'agence TASS, qui travaille à l'étranger, ça ne peut pas être indépendant. L'agence TASS, c'est KGB. Je ne sais pas. Moi, je le sais. Peut-être que je crois à des choses, mais... à l'ambassade, il ne se cache pas. Peut-être que j'ai des intuitions, mais je ne sais pas. Donc, moi, je suis journaliste. Je me fais approcher par un membre du bureau militaire, donc un officier de la GRU, qui se présente évidemment pas comme un officier de renseignement, il se présente comme un diplomate. Comme un officier? Comme un officier et un diplomate. Il dit « je suis diplomate ». D'accord. Il dit « je suis diplomate ». Et donc, je cherche à rencontrer des gens à Paris, etc. Et à aucun moment, il ne laisse entendre qu'on est dans une logique de recrutement ou de quoi que ce soit. Et vous l'avez rencontré où pour qu'il vous dise? Dans une conférence que j'animais, où on parlait des armes chimiques en Syrie. Et à la fin de la conférence, il vient me voir, il tend sa carte de visite. Je cherche les contacts. Mais c'est... Je vous taquine. Non, mais encore une fois, on peut toujours partir du « c'est évident que ». Non, le fait est que moi, quand je vais dans une conférence, je vais voir les gens et je dis bonjour, je cherche à rencontrer et je donne ma carte de visite. D'accord. Alors peut-être que je suis un officier de renseignement, on ne sait pas, on peut le croire, on ne le sait pas en tout cas. Est-ce que la DGSE embauche y a-t-il une école de DGSI C'est concours, c'est surtout du concours pour être salarié des services de renseignement français. DGSE, il y a un recrutement civil, un recrutement militaire, et c'est relativement transparent. Après, il y a des recrutements qui sont beaucoup plus opaques. Pour les gens qui vont travailler sous fausse identité, il peut y avoir parfois des recrutements un peu particuliers. Et puis après, il y a la question du recrutement des sources. Donc de gens qui ne sont pas des employés de la DGSE, mais qui vont aider la DGSE ou la DGSI dans leurs différentes tâches. Mais il n'y a pas d'école de formation? Si, ils ont des écoles internes, des formations internes à eux. Donc, Sergueï Solomassov m'aborde comme ça, en me disant voilà, je veux rencontrer du monde, échanger, etc. Évidemment que pour lui, je peux être une source, que ce soit un simple diplomate ou que ce soit un officier de renseignement. Jusque-là, moi, ça ne me pose pas de problème. Pour moi, ça peut être une source. Je me dis, lui, il peut m'aider à faciliter des accès pour faire des reportages au sein de l'armée russe, essayer de me faire embarquer sur le terrain, aller voir les forces spéciales ou que sais-je. Au moment où lui m'approche, on se voit une première fois, et très rapidement, je suis contacté par les services de renseignement français, par la DGSI, qui me dit « Attention, la personne que vous avez rencontrée, on la surveille, c'est un officier de la GRU, c'est un officier de renseignement, il va essayer de faire ça, ça, ça avec vous, voilà comment il fonctionne. » Et donc, ils m'ont demandé de débriefer avec eux, de leur donner des informations avec eux. Je ne travaille pas pour la DGSI, je ne suis pas salarié de la DGSI. Pour eux, je suis perçu comme une source, quelqu'un qui va pouvoir les aider à récolter du renseignement. Et moi, je me dis à l'inverse, ils sont pour moi une source puisqu'ils vont pouvoir m'aider à trouver des informations, à comprendre certaines choses, etc. Évidemment, dans ma tête, il est logique à tout moment de cette histoire qui dure des années que je ne travaille ni pour les uns ni pour les autres. Probablement que les uns et les autres se disent on a recruté une source. Et la légende, la vraie, c'est laquelle? La légende. La vérité, vous voulez dire? Non, la légende. Quelle est votre légende? Ma légende. Non, mais quand on vous dit comment vous vous présentez? Moi, je suis journaliste. À aucun moment, le seul doute que je laisse planer, c'est sur ma conscience de ce qui est en train de se passer. Je suis un journaliste qui est conscient d'être manipulé par deux services. Alors attention, leurs approches et leur légitimité sont totalement incomparables, hein, mais je suis quelqu'un qui se fait manipuler par deux services, qui fait semblant de ne pas en être trop conscient, alors qu'en fait, j'en suis pleinement conscient. Les Français, ils sont transparents sur leur identité, donc déjà, il n'y a pas trop de doute, et je leur dis clairement à eux, je veux bien qu'on se voit régulièrement et qu'on discute, mais je ne vous dirai jamais quelque chose que je n'envisage pas de publier.
Donc si vous commencez à me poser des questions ou à me demander de faire des choses que je ne ferai pas naturellement et spontanément en tant que journaliste, c'est niet, je ne le ferai pas. Et donc quand vous commencez à fréquenter ce Sergueï, est-ce que la DGSI est tout de suite apparue pour dire on sait que vous avez un contact immédiatement. Entre ma rencontre avec le Russe et ma rencontre avec le premier Français, il se passe 1 mois et demi, 2 mois. D'accord. Est-ce que vous avez peur ou pas quand la DGSI vous contacte? Comment ça se passe en France? Je vous explique pourquoi je pose cette question, parce que moi, quand j'avais des contacts douteux du point de vue de KGB en Russie, tout de suite, il y avait un mec qui apparaissait... Est-ce que j'ai peur de la DGSI, vous voulez dire? Oui. Non. Alors, ok. C'est peut-être ça le problème. Non, mais parce que il y a plusieurs échelons de peur dans tout ça. Non, moi, quand la DGSI me contacte, quand ils m'appellent au téléphone, ils ne me disent pas pourquoi ils m'appellent. Je fais très vite le lien parce que les indices font que je comprends assez vite, mais la DGSI essaye pas de me faire peur. De toute façon, ils n'ont pas de levier contre moi pour m'empêcher de voir un diplomate russe. Il n'y a rien qui l'interdit. Je veux dire, à moins qu'à un moment je me mette effectivement à commettre des actes répréhensibles, je fais ce que je veux. Ensuite, je suis journaliste. Donc si Sergueï Solomassov me confie des informations sensibles, que la DGSI veut les récupérer, je peux extrêmement facilement leur dire non, je ne vous le dirai pas. Je protège ma source, donc je ne vous dirai rien. Et je sais que je ne risque pas grand-chose devant les tribunaux sur ces aspects-là. Donc la DGSI ne me fait pas peur en me menaçant en tant que DGSI. La DGSI essaye de me faire peur en me disant attention, vous êtes manipulé par un espion russe, ça vous met en danger. Nous pouvons vous protéger, donc il faut que vous vous appuyez sur nous. Et en échange de quoi? En échange de répondre à des questions. D'accord. En échange de poser des questions. D'accord. Et donc, encore une fois, moi je suis hyper clair là-dessus, je leur dis je ne poserai pas de questions à mes interlocuteurs que je ne poserai pas moi parce que ça m'intéresse. Ça a pu arriver qu'ils me disent par exemple, parce que ils sont malins, évidemment, ils ne se mettent pas à me dire il faudrait que tu demandes ci ou il faudrait que tu demandes ça. Donc en général, ils sont un peu subtils. Et puis à un moment, dans le fil de la discussion, ils vont lâcher un nom ou ils vont lâcher un sujet. Voilà. Parce que je suis journaliste, moi je vais pouvoir aller creuser. Donc j'utilise un peu l'expression dans le livre, je dis un peu le truc de lâcher les chiens sur une proie. Je ne suis pas dupe là-dessus. Certaines des pistes qu'ils lâchent parce qu'elles les intéressent, et je les utilise parce qu'elles m'intéressent. Certaines des pistes qui les intéressent, je refuse de les approcher parce que je pense que ça ne me regarde pas, par exemple. Et alors après, sur la question de la peur, il y a... si je pousse toute cette histoire, au début la question qui se pose c'est ça, c'est si je pousse toute cette histoire, c'est pourquoi? Je comprends que Sergueï n'est pas une source. N'est pas une bonne source, je vais avoir du mal à en tirer quelque chose d'exploitable. Je comprends que la DGSI, très vite, je ne vais pas en tirer grand-chose d'exploitable facilement. En fait, ils travaillent pour un protocole. Puis ils savent ce qu'ils font, ils sont très adroits les uns et les autres. Non, quand je dis pour le protocole, c'est souvent, vous savez, quand parfois les flics arrêtent les gens parce que pour une quelconque contravention, parce qu'il faut dire, voilà, ce jour, j'ai arrêté 15 personnes. Et on dit, bon travail. Souvent, les KGBistes, ils convoquent les gens pour dire, voilà, aujourd'hui, j'ai rencontré 15 personnes, j'ai bien fait le boulot, donnez-moi une prime. Alors, alors ça, c'est encore un autre aspect. Je finis juste sur la question de la peur. Donc à ce moment-là, pour moi, le questionnement, c'est si j'essaye de tirer sur ce fil, c'est pour écrire, c'est pour publier, c'est pour raconter. Quel est le risque le jour où je raconte toute cette histoire? Quel est le risque, notamment de représailles physiques de la part des Russes? Alors, dépendant de ce que je trouve, de comment je le raconte, etc. C'est là où moi il faut se poser la question de la peur. Et puis derrière il y a est-ce que le risque que moi j'appréhende correspond au risque réel? Est-ce que je sous-estime le risque ou est-ce que je le surestime? La question que vous vous posez, c'est pourquoi Sergueï vient me voir moi? Et il y a plusieurs hypothèses. Alors je veux bien qu'on commence par la vôtre. Il y a une hypothèse qui est il doit faire du chiffre. C'est une administration, c'est un fonctionnaire.
faut quand même qu'il justifie son salaire très intéressant en étant affecté à Paris. Donc il faut qu'il rencontre un certain nombre de gens. Il faut qu'il puisse dire à son supérieur, j'ai fait tant de tentatives de recrutement, tant de rendez-vous, j'ai récupéré ça comme info, etc., etc. C'est un des éléments qui rentre en compte. Il y a un autre des éléments qui est que moi je suis journaliste, je travaille sur des questions sensibles qui peuvent être intéressantes pour lui. Pour récupérer des documents ou des informations rares, mais ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passe. Ça fait partie du travail de renseignement. Essayer de comprendre comment réfléchit un militaire français, comment réfléchit un politique français, comment réfléchit un député, comment on approche ces gens-là, comment on leur parle. Tout ça, c'est des éléments qu'à travers un simple journaliste, on peut commencer à capter. Au moment où on se rencontre, je suis en train de faire une thèse de doctorat où je travaille sur des questions de manipulation de l'information. J'essaye de comprendre comment des communicants arrivent à faire passer dans la presse leurs arguments, leurs informations. C'est un sujet qui peut intéresser le pouvoir russe. La manipulation de l'information, ça fait partie de leur levier d'action du pouvoir et de leur levier notamment dans les relations internationales. Il y a un troisième aspect qui peut être intéressant pour lui, c'est que je suis réserviste dans l'armée. La combinaison de tous ces aspects-là fait que pour lui, potentiellement, s'il arrive à me recruter, je peux être quelqu'un de précieux. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas dans 5 ans, peut-être pas dans 10 ans, peut-être dans 20 ans. Et quand on regarde le travail du KGB au temps où il a le plus de moyens, les 5 de Cambridge, c'est une erreur. C'est l'exception. C'est le coup de chance où il tombe à un moment sur 5 gamins qui idéologiquement sont convaincus par la cause, très naïvement, une partie d'entre eux est quand même homosexuelle. Au moment où il les recrute, c'est pas évident que 20 ou 30 ans plus tard, ils auront des postes à responsabilité dans la diplomatie britannique et dans le renseignement extérieur. Et tout au long de l'histoire des 5 de Cambridge, à Moscou, les cadres se disent mais est-ce qu'on n'est pas en train de se faire manipuler par eux? Est-ce qu'on leur fait trop confiance? Il y a plein de sujets d'information, de renseignement qui sont remontés par les 5 de Cambridge qui ne sont pas exploités parce qu'on ne leur fait pas confiance. C'est trop beau pour être vrai. Donc il y a plein d'aspects qui peuvent rentrer dans la balance. Quel était le but de votre livre? Est-ce que vous voulez... Quel est le message? Quel est pour quel public il est écrit? C'est une bonne question parce que je ne raisonne pas en termes de but. Moi, mon but, il est simple. Mon but, c'est de récolter de l'information et de la mettre à disposition du public. Oui, mais là, par exemple, vous dites... Je cherche une information dans l'idéal qui soit la plus rare et la plus précieuse possible. Donc, j'essaye d'avoir quelque chose que les autres n'ont pas eu avant. Et j'essaye d'avoir des choses qui soient quand même concernantes pour un citoyen. À qui je m'adresse? À tout lecteur français qui est curieux de savoir ce qui se passe dans son pays en termes de relations internationales, d'espionnage, de renseignement et de relations entre la France et la Russie. L'objectif, s'il y en a un, c'est de faire prendre conscience que la question de l'espionnage et de l'ingérence russe en France, elle n'est pas anodine. C'est pas un espionnage parmi d'autres. Ce qui est souvent le réflexe. Et je le vois en ce moment, un certain nombre de gens me disent alors ok, tu parles des espions russes, mais les Américains et les Israéliens. Et puis nous, on fait pareil là-bas. C'est-à-dire que moi, j'ai pas trouvé grand-chose de très concret sur l'efficacité ou la présence de services de renseignement français en Russie. Évidemment qu'ils travaillent, mais c'est incomparable, un, en termes de moyens, et deux, en termes d'agressivité. Là, il y a une violation systématique de toutes les règles de la diplomatie et du renseignement qui est permanente. Il n'y a pas beaucoup de pays qui font ça en France. Moi, je peux vous dire quel est mon but quand je vous parle, parce que j'ai vécu trop longtemps auprès d'un espion qui était mon père, et je n'accorde aucune légitimité, et je trouve que c'est
c'est quelque chose de terriblement stupide. Et la naïveté de laquelle vous parlez du côté français me scandalise au plus profond. Parce que j'ai grandi dans ce milieu toute petite et même si je ne peux pas avancer des preuves, hein, quand vous vivez 24 heures sur 24 depuis votre naissance jusqu'à la mort de mon père, tu sais qu'il y a des choses qui sont évidentes. On m'a rien dit, hein, mais bon, tu as des oreilles, tu as aussi... tu lis le langage de corps, tu vois qui vient à la maison. Donc, cette espèce de fascination française par rapport à l'espionnage russe, qui donne, tout à l'heure vous comparez les espions américains et russes. La France est profondément anti-américaine, globalement. Et elle est globalement russophile. Ce qui veut dire que cette méthode qui est brutale des Russes, elle fonctionne. Parce que pourquoi cette fascination par rapport à la Russie, et même aujourd'hui quand les Russes montrent leur pire côté, la France continue quelque part d'aimer la Russie. Ce qui veut dire que ces services secrets sont tellement efficaces et tellement ils ont pénétré tous les niveaux, les intellectuels, les journalistes, le monde artistique, le monde de l'édition, les militaires, je ne sais rien. Donc mon but, quand je vous parle, c'est de mettre une alerte à mon petit niveau et de dire, mais diable, faites quelque chose, arrêtez. Ne devenez pas un petit élément de cette grosse machine qui est la machine d'extermination et qui s'appelle le KGB, GRU, etc. Je rebondis parce qu'à mon avis, il y a deux sujets différents. Bon, déjà, je ne crois pas que la France soit russophile et anti-américaine. Je pense qu'il y a quand même des courants et que les gens sont mitigés. Et il y a effectivement beaucoup d'anti-américanisme primaire en France qui repose sur des héritages culturels et des manipulations, etc. Et la russophilie toute primaire aussi. Et le KGB, les services de renseignement soviétiques à l'époque, ont joué un rôle là-dedans, avec comme relais notamment le Parti communiste français qui a contribué à ce climat et à cette perception des enjeux. Sur la russophilie, même chose, pareil, avec des héritages derrière culturels qui sont encore un peu différents, mais il y a ces deux aspects-là. Je crois que sur le sujet dont on parle là, en fait, c'est pas tant une question de russophilie ou d'anti-américanisme, c'est une question de profonde méconnaissance en France de ce qu'est le renseignement, de ce qu'est l'espionnage. On ne sait pas en France ce que c'est le renseignement. Mais on est fasciné. Et on est fasciné, c'est-à-dire qu'on croit que c'est James Bond. Ou alors c'est Sergei Girnov. Qui est aujourd'hui, c'est. Enfin, d'ailleurs, vous consacrez. Je suis pas sûr que Girnov fascine et fasse beaucoup fantasmer, mais un peu, il vend beaucoup de bouquins. Il déménage d'une chaîne à l'autre. Il est même Arte. Alors ça c'est encore un autre sujet. Mais sur la question du renseignement, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, quand je dis il n'y a pas la même visibilité et la même agressivité des services de renseignement français en Russie que ce que font les Russes en France, c'est pas une manière de dire que l'un est mieux que l'autre. Je pense juste que c'est des méthodes de travail qui sont totalement différentes. Beaucoup de pays occidentaux aujourd'hui se disent le recrutement un peu agressif comme ça marche pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de résultats. Alors ok, on va avoir plein de gens, on parle beaucoup, machin, etc. Effectivement, quand on regarde le résultat des services de renseignement russes en France ces dernières années, c'est quand même très mitigé. Il y a quand même beaucoup de grosses erreurs. La plupart des gens qu'ils ont essayé de recruter se sauvent très très vite. Et les recrutements qui sont allés un peu plus loin, où on a été jusqu'à remettre une enveloppe, en fait, la source, elle travaillait avec le renseignement français et ils ont piégé les espions russes en direct pour les expulser. Donc en fait, ça n'a pas très bien marché. Ça, c'est ce qui est à la surface. Hein. À la limite, c'est une diversion pour moi. Est-ce que derrière, il y a eu des grandes manips qui ont fonctionné ?
Moi, je pense que ce qu'on voit, c'est la diversion pour faire plaisir. Vous dites. Mais on peut toujours imaginer. On peut toujours imaginer que derrière, il y a eu des trucs incroyables. Je ne sais plus si c'est à moi que vous avez dit ou c'est ailleurs que ce qui a marché pendant votre recrutement à vous, c'est la flatterie. Vous avez dit, je suis... Finalement, ça n'a pas marché puisque je n'ai pas été recruté. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, regardez... Mon point faible à moi, c'est ça, c'est l'ego. Si quelqu'un devait arriver à me piéger, à me manipuler et à me faire des choses que je ne voulais pas faire, s'il venait et qu'il me posait une enveloppe de cash sur la table, ça ne fonctionnerait pas. Ouais. S'il essayait de trouver des secrets dans ma vie pour me forcer à accepter, j'ai pas de secret, j'ai rien de caché, donc ça ne fonctionnerait pas. Donc il faut une femme qui vient et qui dit « j'ai jamais rien eu avant de tel ». Mais même une femme en fait, c'est-à-dire que même ça, je suis marié, je suis quelqu'un de très... je suis paranoïaque, donc je pense que si demain j'étais tenté de tromper ma femme, mon premier réflexe serait de dire la personne en face ne me trouve pas beau et séduisant, elle travaille pour quelqu'un qui veut me piéger. Donc, ce qui est complètement con. Mais j'aurais ce réflexe-là et donc du coup, quand bien même j'aurais peu de valeur, peut-être, quand bien même j'aurais tendance à céder à la tentation, je pense que ce truc me rattraperait au dernier moment et donc il y a peu de risque d'adultère. Par contre, le point sur lequel je suis beaucoup plus exposé, effectivement, c'est la séduction par l'ego. C'est quelqu'un qui va venir et qui va me dire, mais en fait, ton travail, il est intéressant, ton travail, il est de qualité. J'ai envie d'entendre ce que tu racontes. Non, Et donc, si on considère que l'ego est très important pour les autres, parce que finalement c'est très important pour tout le monde, ne pensez-vous pas que ces ratages spectaculaires et tous ces gens de l'ambassade qui, franchement, tu le crois, tu vois loin d'un kilomètre que c'est un espion ou que ils ont la coupe, tous la même coupe, tous la même démarche. En revanche, ceux qui sont terriblement efficaces, c'est qui travaillent dans la culture, qui travaillent, une fois de plus, dans l'édition, dans la musique, dans du spectacle, le ballet, les conservatoires Rachmaninov, qui aujourd'hui est dirigé par un grand pote de Poutine et de Kadyrov, le cinéma. Les gens qui dirigent Sovexport Film ou qui aujourd'hui dirigent la vente de cinéma ou l'achat de cinéma, tout ça c'est la machine de KGB, bien sûr. Alors pareil, la question c'est est-ce que ces gens-là sont des officiers du KGB qui travaillent directement pour le KGB ou est-ce que ce sont des sources qui sont recrutées? Je prends un autre exemple. Monsieur Depardieu, qui est aussi copain avec Kadyrov et avec Poutine. Oui, tout à fait. Et de ce monsieur qui aujourd'hui dirige le conservatoire Rachmaninov à Paris. Je pense que lui, si vous lui dites tu travailles pour le KGB, il vous dira mais non, évidemment non. C'est un recrutement, c'est un recrutement, malgré lui, mais c'est un recrutement. Je n'ai pas tenu je suppose qu'il est très très bien payé. Quand il fait les films avec Arnaud Frilay, et qu'il dit au monde entier que le Tadjikistan ou toutes ces républiques sont la grande démocratie, il ne le fait pas gratuitement. Donc s'il est payé, mais après il chante des louanges au régime totalitaire... Oui, vous partez du principe que son vice à lui, c'est l'argent. Ça se trouve, c'est une question d'ego aussi, peut-être qu'il aime bien être flatté. Bien sûr, mais vous savez, ça se monétise aussi, l'ego. Quand vous faites un bon livre et qu'il est bien vendu, vous êtes aussi payé. C'est-à-dire qu'on n'a rien à inventer d'autre de mesure de succès que l'argent. Ça se mesure par l'argent, malheureusement. Vous critiquez Girnov, je pense que Girnov gagne beaucoup plus d'argent avec ses bouquins que non, je ne critique pas Girnov de gagner beaucoup d'argent, je critique Girnov parce que sa légende ne tient pas la route et que les Français n'ont même pas vérifié si sa légende tenait la route ou pas. Il serait bien incapable de le faire. Mais je reviens du coup sur ce que vous disiez sur les plateaux de télé, sur le fait que par exemple quelqu'un comme M. Girnov, donc qui se présente comme un ancien du KGB, qui était dans un service clandestin, donc qui travaillait sous fausse identité à l'étranger, qui est ensuite réfugié politique en France à partir du moment où l'Union soviétique
s'effondre et que du coup, lui, il perd son employeur. Et voilà. Et donc aujourd'hui, il est réfugié politique en France et depuis 3-4 ans, il est très présent sur les plateaux de télévision et d'autant plus depuis l'invasion de février où là, il est effectivement omniprésent dans les médias. Il écrit des livres, etc. Comment on est invité sur un plateau télévisé comme celui-là ? Quelles sont les principales qualités des gens qui sont tout le temps sur les plateaux télé ? C'est pas leur expertise. Vous voulez mon opinion ? On le présente systématiquement l'ancien espion de KGB. Et c'est fascinant pour un spectateur français, parce que le spectateur français ne comprend pas, qu'on ne peut pas être ancien de KGB, on est à vie, parce que ceux qui ouvrent leur gueule comme Skripal ou comme... ce sont aussi des anciens. Mais ils sont morts. Du coup, Skripal est encore vivant. Mais bon, il a échappé belle. Mais Litvinenko est mort. C'est-à-dire que si officiellement tu démissionnes de cette machine, tu es mort. Ou alors on va toquer dans ta porte à un moment voulu. Un autre truc qui ne me convient pas dans l'histoire de Girnov, c'est que Girnov dit « j'ai même pas trahi ma patrie » parce qu'il dit de toute façon tout s'est écroulé, donc le KGB s'est dissous et je me suis retrouvé dans ce cas-là. De quoi il est réfugié politique ? C'est pas lui qui a démissionné, c'est la machine qui s'est écroulée. Mais la machine s'est restituée. Donc, entre-temps, on lui donne, je ne sais pas pour quelle raison, le statut de réfugié, si c'est le statut qu'il a, mais il n'a même pas eu, les couilles de démissionner de KGB. Voilà une victime. Et puis, il raconte il dit dans son livre que le KGB, c'est l'ENA français, mais de quoi il parle ? Je sais ce que l'école de KGB, il n'y a que des connards qui vont là-bas. Il parle du MGIMO. Il compare le MGIMO à l'ENA. Non, bien sûr. Mais après, il dit que ceux qui étaient les meilleurs de MGIMO partent à l'école de KGB. Non, n'importe quoi. N'importe quoi. Après, il dit qu'il a travaillé à la télévision russe. J'ai travaillé à la télévision russe. Vous posez la question à n'importe qui à Moscou, on me connaît. Moi, j'ai jamais vu Girnov à la télévision. Au-delà de ça, c'est pas tellement, à la limite, c'est pas tellement le problème. C'est est-ce que, en ayant eu cette expérience professionnelle, alors lui, il la conçoit comme très prestigieuse, on peut débattre là-dessus, mais en ayant eu cette expérience professionnelle il y a maintenant 30 ans, quelle légitimité, quelle crédibilité à venir débattre de relations internationales aujourd'hui Je trouve que la légitimité qu'on lui donne, c'est parce qu'il s'appelle l'ancien de KGB et ça fascine les Français. Et mon but à moi, avec vous, c'est d'expliquer aux Français qu'ils ont un ancien de KGB qui est en train de dire « je vais vous faire disparaître avec la bombe nucléaire », comme si ça ne leur suffisait pas. Alors, la principale qualité des gens qui sont invités sur les plateaux de télé, des chaînes d'information pour participer à ce genre de discussion, c'est la disponibilité. C'est juste que quand on les appelle, ils sont là. Alors, parfois, il y en a qui sont plutôt talentueux et qui effectivement apportent de la matière pour réfléchir, pour se forger une opinion, etc. Mais la grande majorité, c'est globalement des gens qui sont un peu dépassés, qui sont souvent retraités depuis un moment, qui ne sont pas toujours très au fait sur les sujets, et qui viennent pour gagner un peu de prestige, un peu de visibilité, un peu de ceci, un peu de cela. Pour moi, dans l'histoire, Girnov, c'est un has-been parmi d'autres. Mais comme beaucoup d'anciens des services de renseignement qui passent leur temps sur les plateaux de télé à raconter des affaires où ils ne sont plus informés du tout. Et ça, on en a aussi, nous, des Français qui font ça. D'accord. Et encore une fois, comme on a une très mauvaise culture des services de renseignement en France, on a comme ça un ancien cadre de la DGSE qui est régulièrement présenté comme ancien patron de la DGSE. Parce qu'en fait, personne ne sait ce que c'est qu'une branche renseignement dans un service. Enfin, on ne sait pas ce que c'est que la DGSE. On est fasciné par une série, Le Bureau des légendes, où on a quand même un tas de gens qui sont des traîtres à répétition, qui ne cessent de faire n'importe quoi tout le temps, et tout le monde dit « oh là, c'est génial ». C'est une catastrophe, cette histoire. Enfin bref, tout ça pour dire, on n'a pas de culture de renseignement. Je prends encore un exemple. Je suis allé sur un de ces plateaux il y a pas longtemps. Sur le plateau, il y avait un monsieur qui est retraité depuis 10 ans, je crois, de l'armée, et qui a fait un passage à la DRM, la direction du renseignement militaire. Et la journaliste, à un moment en lui donnant la parole, lui demande de commenter
le discours de son ancien collègue Vladimir Poutine. Leur travail à aucun moment n'est comparable, ils ne font pas du tout la même chose. La direction du renseignement militaire et le KGB à l'époque, c'est pas la même chose. Les postes qu'a eu Poutine dans sa carrière, qu'il ait été bon ou pas, n'ont rien à voir avec ce que fait un cadre de la DRM aujourd'hui. Enfin, on mélange tout à partir du moment où il y a renseignement dedans. On dit c'est tout pareil. C'est tout pareil. Alors que tous ces aspects-là sont très différents, n'ont rien à voir et ça mériterait effectivement de se pencher un peu pour se dire mais du coup, telle personne qui a tel parcours, son travail c'était quoi ? Ses motivations, c'était quoi? Son héritage derrière, ses connexions, c'est quoi? Est-ce que cette personne a encore des connaissances? Et effectivement, là, dans le cas qu'on évoquait, je pense qu'il y a mais alors, à qui est la faute de tel rabaissement de l'analyse? C'est le journalisme qui s'écroule, c'est... Mais c'est pas le journalisme, c'est pareil. Le journalisme, c'est comme le renseignement. Il y a plein de métiers différents, il y a plein de manières de travailler différentes. La faute à ce modèle des chaînes d'information et des talk-shows, de plateaux où on fait blablater des gens, où on ne maîtrise pas toujours bien qui ils sont, ce qu'ils font, leurs qualités, leurs compétences, etc. Et il y a deux logiques là-dedans. En fait, c'est surtout un problème de modèle économique. C'est que ce type de programme a comme avantage de ne pas coûter cher à produire. Et donc, du coup, comme il n'y a pas d'argent, c'est pas de très bonne qualité. Parce que la plupart des gens qui sont invités en plateau ne sont pas rémunérés. Donc, ça n'attire pas toujours les meilleurs. Quand on les rémunère, c'est pas forcément parce qu'ils ont une expertise, mais parce qu'ils font bien cet exercice-là. Et puis, les gens qui les invitent, sont des gens qui n'ont pas toujours une grande visibilité des qualités des uns et des autres. Donc, en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent dans les bouquins qu'ils ont reçus. Là, il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin sur la Russie, il doit s'y connaître. D'accord. Et vous m'avez aussi expliqué que quand on dit grand reporter, c'est pas spécialement un grand reporter, ça veut dire autre chose. Il peut être petit de taille, effectivement. Non, moi, c'est un des trucs qui me titille parce que grand reporter, c'est un échelon dans une grille de rémunération. C'est-à-dire que quand vous avez suffisamment d'ancienneté dans le service reportage d'un journal, vous devenez grand reporter. D'accord. Et donc vous êtes payé un peu plus cher. Ça ne veut pas dire que vous êtes meilleur, ça veut juste dire que vous êtes resté là suffisamment longtemps pour avoir cette qualité. Moi, je suis indépendant, je ne suis pas dans une rédaction, donc j'ai beau courir en Afghanistan, au Mali ou je ne sais pas où, je ne serai jamais grand reporter. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est de voir des gens qui ne sont plus employés de journaux, qui continuent de se présenter comme grand reporter, alors que techniquement, ils sont demandeurs d'emploi. Ah, donc quand vous êtes journaliste indépendant, en fait, vous êtes au chômage? Ah non. Je travaille pour plein de journaux. Moi, je ne vis pas du chômage, je vis de ce que me payent les journaux, les entreprises. Non, parce que j'ai compris, donc j'ai mal compris. Parce que quand vous dites quand il est indépendant, ça veut dire qu'il n'est pas employé. Ce que je dis, c'est qu'on voit sur les plateaux de télé des gens qui se présentent comme grands reporters indépendants, qui en fait sont juste à ce moment-là chômeurs ou demandeurs d'emploi. D'accord. Eh ben. Parce que indépendant, ça ne veut rien dire. Et, vrai et grand reporter, ça ne veut rien dire. Et c'est intéressant parce que... Et pourquoi on les présente indépendants, par exemple? Alors, moi, je me présente comme indépendant parce que c'est plus compréhensible pour le public. Pigiste, ça si je dis au public, je suis journaliste rémunéré à la pige, salarié à chaque fois que je fais un papier pour, en gros, 10 à 15 médias différents par an, c'est pas très compréhensible. Si je dis indépendant, on sent à peu près ce que ça veut dire. Mais le fait est que j'ai des collègues et des camarades qui se présentent comme indépendants. C'est pas des journaux qui les rémunèrent, c'est le Pôle emploi. D'accord. Ce qui n'empêche pas qu'ils ont une bonne qualité d'analyse par ailleurs. Mais voilà, derrière les affichages, il y a des trucs qu'il faut questionner. D'accord. Et tout le monde n'est pas toujours très transparent. Je voudrais revenir aux armes. Est-ce que c'est vrai que la France continuait de vendre les armes après le début de la guerre De vendre, non, de livrer, oui. Expliquez-moi la différence. C'était les livraisons des anciens contrats? En fait, le secteur de l'armement est soumis à des réglementations qui sont très strictes et assez complexes.
par défaut, on n'a pas le droit d'exporter des armes. Et donc, il faut demander des autorisations à différents échelons au moment où on va démarcher. Donc, une entreprise qui fabrique du matériel de guerre, quand elle va voir un prospect pour lui dire « Regardez, il est chouette mon camion militaire », il faut qu'elle ait l'autorisation. Ensuite, il faut une autorisation pour signer le contrat, une autorisation pour livrer le matériel. Et donc, à chaque échelon, il y a de nouvelles livraisons. L'embargo qui a été adopté par l'Union européenne sur la Russie ne couvrait pas les fins de livraison de contrats. Donc en fait, ils sont restés dans le cadre de ce qui avait été adopté au niveau législatif européen et ils ont fait ce qui avait été acté. Ce qui montre une faille, et les collègues de Disclose le montrent, c'est que du coup, on a terminé les contrats qui étaient déjà signés par le passé, et donc on a continué de livrer de l'armement à la Russie malgré son invasion d'une partie de l'Ukraine. Ce qui pose encore une fois une question, je trouve, pour les citoyens, c'est intéressez-vous à ces sujets-là, creusez ces sujets-là, lisez des articles, achetez des bouquins, écoutez les journalistes, parce que tout ça, on le raconte, on le publie, on le diffuse, et peut-être que si on s'énervait un petit peu plus de ce genre de choses, nos dirigeants seraient peut-être un peu moins tentés de jouer avec des petites astérisques en bas des contrats lorsqu'ils adoptent des embargos. Parmi les sujets de ce type-là, il y a un embargo sur les ventes d'armes à la Chine depuis Tiananmen. N'empêche que tous les ans, quand on a notre catalogue de tout ce qui a été exporté, il y a une ligne Chine. Donc ça veut dire qu'il y a un embargo, mais il y a quand même des petites subtilités, quoi. Et il y a plein de sujets comme ça. Tout le monde dit aujourd'hui que la Russie n'a plus autant d'armes et que l'économie va enfin s'écrouler. Enfin, pour le moment, elle ne s'écroule pas du tout, mais qu'ils sont en manque d'armement. Voilà pourquoi ils utilisent les armes hybrides et qu'ils utilisent les fusées pour le nucléaire, pour des ogives normales. Pour vous, est-ce que vous êtes plutôt du côté des Américains qui disent attention, on n'est pas encore, ils sont pas encore au bout, leurs chars sont vieux, mais il y en a beaucoup, ou ceux qui disent ils sont à la ramasse et bientôt ils n'auront pas de quoi tirer sur les Ukrainiens? J'ai du mal à répondre à la question comme ça. Répondez quand vous pouvez. Ni de l'un ni de l'autre, en fait. S'adapter dans l'utilisation de ces armements par rapport aux contraintes qu'on a, en utilisant des missiles pour une autre tâche que ce qui était prévu au départ, c'est plutôt astucieux. Il s'avère qu'a priori, ce n'est pas d'une grande efficacité, mais effectivement, les combattants, lorsqu'ils font la guerre, s'adaptent en permanence, ils évoluent. À la fois dans leur comportement sur le terrain et dans l'utilisation qu'ils font du matériel. Les Ukrainiens sont très forts en termes d'adaptabilité et d'innovation. Les Russes en fait, les deux sont débrouillards. Font pas de choses miraculeuses, mais effectivement, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Est-ce que la machine va s'effondrer ? On peut adapter le système industriel pour produire de la munition en quantité. Ce ne sera pas des munitions de très bonne qualité, c'est-à-dire que par exemple produire des missiles de très longue portée précis, ça c'est compliqué, ça coûte cher. Fabriquer des obus d'artillerie de base qu'on balance je trouve plus le mot comme ça. Des ogives terre-terre. Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire ? En cloche. On va lancer en cloche. Voilà. Ça, c'est assez facile d'adapter une chaîne de montage. Donc ça, ils pourront réapprovisionner. Je ne crois pas qu'ils parviendront à suffisamment fournir d'armement et de soldats en état de combattre pour aller atteindre les objectifs visés au départ. Je ne vois pas comment ils pourraient marcher jusqu'à Kiev. Par contre, pour tenir le terrain qu'ils ont aujourd'hui sous leur contrôle, ça peut durer longtemps. Ils en ont pour une génération, comme vous dites. S'il faut changer de génération. Ça ne me paraît pas une hypothèse invraisemblable d'envisager que cette guerre dure des années. Y a-t-il une possibilité que ça devienne une guerre comme celle d'Israël-Palestine ? C'est-à-dire qu'elle finira jamais ? Non, rien à voir.
Aussi bien elle finit dans 6 mois, aussi bien elle finit dans 20 ans. On ne peut pas le prévoir, ça dépend de tellement de facteurs et de retournements. Je veux dire, si demain Poutine meurt de maladie ou de vieillesse, il n'est quand même pas tout jeune, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. On sait pas. Est-ce que les gens qui vont prendre la place vont s'acharner dans la même direction ou vont dire en fait discutons? Je pense que ça on ne sait pas. Ce que je veux dire c'est que si je compare avec l'Israël et la Palestine, c'est parce que je pense que les Russes ont tellement allé loin dans la détestation par les Ukrainiens. Enfin, ils ont provoqué une telle détestation que, à mon avis, il faut 100 ans pour que les Ukrainiens digèrent cette haine légitime qu'ils ont. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est pas devenu quelque chose de... En fait, c'est pas comparable parce que les questions de légitimité politique sont incomparables. L'histoire n'est pas la même et les rapports de force sur le terrain ne sont pas les mêmes. La Russie-Ukraine, on a des chars face à des chars, donc c'est pas du tout les mêmes dynamiques. Sur la question de la haine et de la détestation, alors ça dépendra de comment on gère l'après. L'ensemble de la communauté internationale d'une part, mais surtout les premiers concernés, à savoir les Russes et les Ukrainiens. Les Français et les Allemands, quand ils sortent de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont, pour ne pas prendre l'ensemble de l'histoire, un gros siècle de conflits d'un niveau de violence et de haine considérable, avec de la propagande, avec des carnages, avec des blessés, avec des millions de morts. Bon, pour moi, c'est ça jamais a été digéré. Oh, vous pensez? Ah bah oui. Ah, je sais pas, je ne pense pas. Ah oui. Que les intérêts aujourd'hui soient divergents, qu'on soit pas d'accord sur tout, d'accord, mais non, mais bien sûr, il y a aucune animosité aujourd'hui entre Français et Allemands. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'au fort intérieur, il y a quand même un truc. Non. Bon, c'est peut-être une impression. Je voulais vous poser... Pas dans les jeunes générations. Ceux qui ont vécu la guerre, il a fallu du temps, évidemment. Évidemment que les gens qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, vous ne pouviez pas leur proposer d'aller faire une soirée à Berlin pour visiter les musées et tester des nouvelles drogues. Mais en l'espace de 2-3 générations, déjà, tout ça... Et aujourd'hui, dans les jeunes générations, clairement, il n'y a aucune animosité, ou en tout cas, je ne vois pas où elle est. Bon, vous m'avez rappelé mon âge. Vous êtes dans les armes. Comment s'appelle en vérité le héros de Nicolas Cage, le russe, le grand vendeur d'armes? Victor Bout. Voilà, Victor Bout. Il est déjà échangé ou pas encore? Je sais pas, j'ai pas suivi. Parce que voilà quelque chose qui est d'un cynisme. Il y a une basketteuse, certes elle ne mérite pas de se retrouver dans la prison russe, elle a trop fumé, voilà, LGBT, bon. Et puis il y a un mec qui est quand même le trafiquant mondial, interprété par Nicolas Cage, et le mec est fascinant bien sûr, mais c'est plus qu'un criminel. Et voilà qu'on peut l'échanger au moment de la guerre contre une basketteuse, et on en discute sérieusement, et il paraît que même... je m'en étouffe. Bah voilà. Non, je trouve que la question est intéressante au-delà de... C'est-à-dire qu'on peut se dire, on va échanger quelqu'un qui a beaucoup de sang sur les mains contre une innocente. Ben voilà. C'est intéressant, moi je trouve comme question. Laquelle des deux vies a le plus de valeur? Ouais, et alors? Et je trouve que se poser la question Poutine dans une grande démocratie, prix, hein. Oui, mais je trouve que dans une grande démocratie, se dire on est prêt à échanger une vie innocente contre ce gars-là, pour lequel on a mis beaucoup d'argent sur la table pour réussir à le capturer, à le récupérer, etc. C'est intéressant en termes de valeur. En termes de valeur et de symbole, c'est intéressant. Exactement. Et dans ce cas-là, la question, on dit de cette guerre que c'est une guerre du passé contre le futur, de la démocratie contre l'autoritarisme. Est-ce que c'est pas une guerre du cynisme? Bon, là, dans l'exemple que vous venez de donner, je ne vois pas le cynisme côté américain. Au contraire, je trouve que là, les Américains sont dans une caricature de leurs propres valeurs sur l'importance qu'on accorde à la vie humaine. Je reviens juste sur la question de Victor Bout et de Nicolas Cage, parce que
J'imagine que beaucoup de gens ont vu le film Lord of War qui raconte le parcours d'un marchand d'armes en disant inspiré de faits réels. Rien dans ce film ne correspond à l'histoire de Victor Bout. Dans le film, c'est marrant parce que dans le film, c'est un immigré ukrainien, américain, qui se retrouve à jouer sur son patrimoine historique pour aller vendre de l'argent, pour gagner de l'argent, pour faire du fric. Victor Bout, c'est pas ça. Victor Bout, c'est un officier de la GRU. C'est un officier de renseignement soviétique. Et il sert les intérêts de Moscou à travers sa carrière de marchand d'armes. Alors, je ne sais pas le niveau exact d'interaction qu'il a avec Moscou, etc. Mais si Moscou s'est autant battu pour récupérer ce gars-là, c'est justement parce que c'est pas juste quelqu'un qui a fait du business. Et c'est intéressant parce que Lord of War raconte que les ventes d'armes, c'est du fric. C'est pas du fric, les ventes d'armes. C'est d'abord de la politique et de la stratégie. Il y a des gens qui s'enrichissent là-dedans. Mais c'est d'abord de la stratégie. Et c'est des rapports de force, d'abord entre États, éventuellement entre groupes armés dans une moindre mesure, mais c'est de la politique. C'est pas juste du business, même si effectivement derrière il y a beaucoup d'argent. Et Lord of War, pour moi, échoue massivement dans son récit, mais qui est aussi le regard un peu naïf d'une époque à Hollywood. C'est début des années 90, je crois qu'il est sorti. On est déconnecté en fait du réel de ce que sont tous ces grands sujets stratégiques. Et je pense qu'il ne faut surtout pas aborder la question des ventes d'armes en se disant naïvement les armes ça tue, c'est mal. Les gens qui travaillent dans l'armement, ils font du fric, c'est mal. Non. Derrière, les enjeux, ils sont difficiles à appréhender. Et surtout, il n'y a pas de réponse facile. Il n'y a pas à chaque fois un choix évident. Un affrontement des cynismes, je ne sais pas, ça dépend à quel niveau on regarde. Un État, par nature, c'est cynique. Un État, c'est cynique. C'est une machine qui est censée être froide et qui est censée défendre les intérêts de la population. Et ça implique de se poser des questions de manière froide et cynique. Je crois pour autant que les gens qui se retrouvent en position de responsabilité, ils ont quand même des socles de valeurs, des cultures, des idéologies qui ne sont pas totalement neutres. Je pense qu'on ne sacrifie pas des vies de la même façon quand on est un Français, un Allemand, un Américain ou un Russe. Ah, c'est sûr. Le prix baisse quand on va vers la et voilà. Russie. Et du coup, les degrés de cynisme, ils sont variables de l'un à l'autre. Est-ce que vous avez entendu parler de Alexandre Joukov-Rabkin? Non? Je crois pas. Joukov-Rabkin. Vous connaissez Dasha Joukova, qui est l'ancienne compagne d'Abramovich? Non. Bon, écoutez, je vous donne la piste. Parce que vous parlez de la vente d'armes et que c'est la politique. Je ne peux pas dire que c'était un ami, Rabkin Joukov. Mais voilà quelqu'un qui a travaillé dans le cinéma en Russie et qui gagnait sa vie avec le poker. C'était un joueur professionnel de poker. Au moment où, en Union soviétique, les jeux de hasard, c'était prison. Et ils organisaient des championnats à Sochi. Voilà, et puis il était marié avec une copine et il avait une fille qui est devenue la femme de Abramovich après. Et donc Joukov, il est disparu de ma vision. Il était très très intelligent. Il s'est associé avec un psychoneurologue qui en fait soignait tous les Russes alcooliques de la dépendance d'alcool. Ils se sont associés, donc un neurologue psychiatrique et un spécialiste de cinéma et de poker, et ils sont devenus des vendeurs d'armes. Voilà. Et il a passé en prison en Italie quelque temps. Aujourd'hui, il vit très très bien. En Ukraine, il avait un business de la glace mangée, de ice cream. Il vit à Londres, dans un chic hôtel particulier.
Et son fonds de commerce, c'était la vente d'armes. Okay. Et donc Dasha Zhukova, qui est directrice de musée d'art contemporain à Moscou, qui a divorcé de Abramovitch, qui est devenue une femme d'un milliardaire grec. Voilà une histoire. Dernière question. Tous ces gens qui veulent les négociations, je parle de Sullivan et de Burns et de Macron et le pape François et de Trump, ceux qui veulent arrêter la guerre, veulent-ils arrêter la guerre parce qu'ils ne veulent pas que le massacre entre les Russes et les Ukrainiens continue, ou ont-ils peur de perdre, eux, la guerre face au tiers-monde? Parce que Poutine, c'est aussi tiers-monde derrière lui. Alors, je pense qu'il ne faut pas surestimer l'influence russe dans certaines zones. Je pense notamment à l'Afrique où les rapports de force en ce moment sont extrêmement forts, ou à l'Amérique latine. Il y a aussi beaucoup de gens dans tous ces pays-là qui ne sont pas dupes sur le peu d'intérêt, en tout cas la mauvaise qualité que peut avoir une collaboration, une coopération avec la Russie. Et je me demande dans quelle mesure nous on n'est pas aussi en train de se faire peur à en faire des tonnes sur l'influence russe en Afrique ou en Amérique latine, comme on en a fait des tonnes sur la qualité de leur armée ou sur la qualité de leur propagande. Et ça évite notamment de se poser la bonne question qui est mais pourquoi dans ces pays-là on n'a plus envie de nous parler à nous? À mon avis, le problème est plus là que sur le talent des Russes. Il faut des négociations. Chaque jour qui passe où il n'y a pas de négociation, c'est des gens qui meurent. Alors, des innocents, des combattants, des gentils Ukrainiens, des méchants Russes, mais c'est des gens qui meurent et c'est autant de drames et de haine et de colère et de frustration et de gaspillage. La question des négociations, c'est surtout de quoi on discute et qu'est-ce qu'on fixe comme point à la négociation. S'il s'agit de négocier un retrait unilatéral des Russes, une restitution de l'ensemble du territoire de l'Ukraine à Kiev et un dédommagement raisonnable des dommages commis par leur invasion, je pense que beaucoup de gens peuvent tomber d'accord, sauf les Russes. Est-ce qu'il faut céder quelque chose là-dessus pour mettre fin à la guerre? Est-ce que ça peut valoir le coup de céder la Crimée pour sauver quelques dizaines de milliers d'Ukrainiens de la mort? Ça, il n'y a que les Ukrainiens qui pourront répondre à ces questions-là, mais c'est comme ça en fait que les questions se posent. C'est est-ce qu'on tient 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans? Est-ce qu'on accepte 100 000, 200 000, 300 000 morts de plus, autant d'amputés, de gens brisés, broyés par la guerre, pour au final, ça se trouve, en être au même point dans 4 ans, parce qu'on n'aura pas réussi à pousser les lignes des Russes. Je ne parle même pas des vies des Russes de l'autre côté. C'est compliqué comme arbitrage. C'est compliqué. Moi, ça ne me paraît pas déraisonnable de se poser la question. Je pense que les seuls qui pourront répondre à cette question, ce sera les Ukrainiens d'abord et les Russes ensuite. Et après, les autres pays viendront essayer de mettre leur patte à ces négociations, mais je ne suis pas certain que les Américains et les Européens vont décider ça seuls sans les Ukrainiens. Je pense qu'ils vont dire aux Ukrainiens voilà les éléments qu'il faut prendre en compte dans votre arbitrage, notamment notre capacité à nous à continuer de donner de l'argent, à continuer de donner du matériel, à continuer de former, sachant que les dirigeants de ces pays-là sont aussi soumis à une contrainte de leur opinion publique. Je pense que Macron, ça ne lui pose pas beaucoup de problèmes de fournir du matériel. Quand bien même on en enlève un peu à l'armée française, il va y avoir un petit trou capacitaire pendant un moment, c'est pas très grave. Le vrai sujet, c'est comment ça c'est perçu par l'opinion publique. Et j'ai l'impression quand même que l'opinion publique, elle se lasse très très vite de ce genre de choses.
En février-mars, tout le monde était vent debout derrière les Ukrainiens, de tout cœur avec eux. Là aujourd'hui, ça commence à tirer la langue devant les factures dans tout un tas de domaines et on se dit la démocratie, les Ukrainiens, tout ça en fait, est-ce que moi ça m'intéresse? Et je crois que le premier des cynismes il est là. Hein. Parce que l'État est froid, mais... C'est pour ça que je dis que peut-être que le tiers-monde est en train de gagner. Les gens ont une capacité à zapper à la télévision quand ce qu'on est en train de dire les dérange, qui, moi, me paraît beaucoup plus inquiétante. Une petite Covid et ça sera réglé. Ah oui, ça n'a rien à voir, le Covid. Non, voilà. La tension. Non, mais une Covid... Non, mais en plus, les gens s'en foutent du Covid. Ah oui, oui. Poutine nous a soignés. Je dois être le dernier à Paris qui met un masque. Tout le monde l'a oublié, le Covid, c'était il y a longtemps. Et non, mais c'est pour ça. Déjà février, l'invasion de février, où on était tous là à dire on va aider les Ukrainiens, où les gens partaient en bagnole, en 4x4, à ramener des sacs de riz à la frontière polonaise. Déjà, ça, c'est loin. Alors, le Covid, c'est il y a encore plus longtemps. Ouais. Voilà. Non, mais quand je dis une petite Covid, c'est qu'un petit sujet autre et on passera à autre chose. Quand vous dites ça, ça donne l'impression que le Covid est une diversion. Le Covid n'est pas une diversion. Le fait est que nous vivons dans un monde où il y a une multitude de catastrophes qui ont lieu en même temps. Je dis juste qu'on a parlé, vous vous souvenez, ces cadres quand il y a les Afghans qui s'accrochaient aux avions, on a oublié. Ouais. On zappe vite, hein, c'est vrai. On a oublié. On parle des Allemands, on parle de la Syrie, on parle et je vous l'accorde, j'ai l'impression que... Et on ne veut surtout pas, nous, faire trop d'efforts pour ces gens qui sont confrontés à des niveaux de violence et de souffrance qui sont considérables. Alors, encore une fois, moi, je suis mal placé pour parler de ces sujets-là. C'est mon boulot, donc je suis dans le quotidien. J'entends que tout le monde n'ait pas la disponibilité intellectuelle pour être tout le temps là-dedans. Mais peut-être se dire un peu plus, se préoccuper un peu plus de ce qui se passe chez nos voisins et nos amis, et peut-être se dire un peu moins, d'abord moi, mon petit confort, mon petit chauffage, mon petit coût de la vie, et regarder ce qui se passe autour de nous dans le monde, parce que la situation dans beaucoup de pays est à des années-lumière de nos difficultés à nous. Bravo.